Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Vels, assisté d'Étienne Chaudron, diffusé en direct vendredi 12 avril 2013 de 18h à 21h. Il sera diffusé en différé samedi 13, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, nous continuons notre libre journal et pour ceux d'entre vous qui ont pris l'émission en cours de route, je ne peux m'empêcher de vous rappeler l'état des choses, des lieux où nous sommes arrivés dans la première partie de cette émission. Alors, quitte à ne citer que le livre de Michel de Lorgeril que vous connaissez bien, je ne peux que citer le titre de son livre parce que ça résume un peu toute la première partie de cette émission. Il a écrit un livre publié chez Terry Souka en 2008, c'est Michel de Lorgeril, médecin cardiologue chercheur au CNRS, qui s'appelle Cholestérol, mensonges et propagande, pourquoi les médicaments anti-cholestérol sont inutiles, comment l'industrie manipule les médecins, comment vraiment empêcher l'infarctus. Alors nous avons parlé de tout sauf de comment vraiment empêcher l'infarctus, ça va être une question que nous allons étudier, et également dites à votre médecin que le cholestérol est innocent, publié chez Thierry Souka en 2007. Alors nous recevons ce soir Philippe Even, qui est un homme éminent, qui est ancien doyen de la faculté de médecine Necker, médecin et biologiste, et qui en particulier est actuellement le président de l'Institut Necker. Alors le professeur Philippe Even, avec une préface de Bernard Debré, a écrit un livre que je recommande à tous les auditeurs, La vérité sur le cholestérol, édité au Cherche Midi en 2013. Alors, nous avons vraiment mis en évidence déjà pas mal de mensonges sur le cholestérol, et en particulier sur le fait que ce cholestérol était indispensable à la vie et que les prescriptions qui étaient recommandées aux médecins étaient basées sur des modèles statistiques faux, et en particulier toutes les analyses qui ont été faites correctement, les épidémiologiques, ont montré que la présence les effets de statines, les statines ce sont des médicaments qui sont utilisés pour diminuer le taux de cholestérol dans le sang, n'influent en rien sur le risque cardiovasculaire. Alors nous en étions arrivés à peu près à ce point-là. Alors professeur Even, peut-être pouvez-vous continuer la suite de l'émission, ou peut-être nous pourrions aussi reprendre un certain nombre de questions d'auditeurs pour au moins donner des réponses à celles qui nous ont été posées. Alors monsieur Étienne Chaudron, pouvez-vous nous lire d'autres questions d'auditeurs? Alors un certain nombre, 2-3 questions reviennent. Est-ce qu'il y a y a-t-il un lien entre la stérilité masculine et les statines? Il n'y a pas de lien démontré. Il n'y a pas de lien démontré, mais ce qui est démontré, c'est sous statine, une baisse de la libido, c'est une atteinte de l'érection chez l'homme et d'un certain degré du désir chez la femme. Ça, ce sont des faits. Maintenant, sur les mécanismes, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez compris que le cholestérol, c'est le précurseur des hormones sexuelles déjà. Mais c'est probablement pas comme ça, ce serait trop simple. C'est probablement parce que le cholestérol est la base d'implantation, je l'ai dit au tout début de l'émission, des récepteurs hormonaux. Et c'est plutôt à ce niveau-là que la communication se ferait mal entre les hormones qui donnent un ordre et les cellules qui répondent pas parce qu'elles n'entendent pas. Maintenant, il est très difficile de répondre, je vous dis, à cette question, faute d'études. C'est une question très intéressante aussi parce que il y a eu au moins 80 essais des statines. Pourtant, ce sont des milliers de malades chacun. Il n'y en a pas 7% qui étudient les complications. On étudie les bénéfices éventuels, les complications, elles passent à l'as. Ajoutez à ça que tous les essais cliniques sont truqués. Ils sont truqués comment?
On convoque 60 000 personnes et on n'en garde que 6 000. On en élimine 54 000 en disant pour telle ou telle raison, telle autre maladie associée, l'âge, le poids, etc. Et on élimine tous ceux qui seraient susceptibles, plus que les autres, de faire des complications. Et sur les 6 000 qu'on a gardés, on est content, parce que qu'est-ce qu'on observe ? Ils ne font pas plus de complications que ceux qui reçoivent un placebo. C'est merveilleux. Donc, il n'y a pas de complications. Et ça amène l'un des cardiologues français dont j'ai parlé tout à l'heure à dire « c'est un traitement parfaitement sain ». Le traitement parfaitement sain en question a été analysé récemment. On en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'on est très loin de la sécurité du traitement. Mais je ne peux pas répondre clairement à la question posée là, parce qu'il n'y a pas les éléments de réponse. Oui, mais je voudrais quand même mentionner ce que j'ai trouvé, moi, dans les enquêtes épidémiologiques, qu'il y a un nombre très très élevé d'effets indésirables, et on peut considérer, certaines études montrent qu'il y a jusqu'à 15% des patients qui développent des effets indésirables. C'est très important, parce que dans un médicament, c'est souvent 1 pour 1000, n'est-ce pas? Tandis que 15%, c'est quand même très significatif. Alors, on cite toujours, comme vous disiez, il y a une toxicité musculaire. C'est-à-dire, lorsqu'on prend des statines, il ne s'agit pas de faire du sport, on est diminué, on marche mal, on a du mal à se déplacer. Il y a également le cancer. Alors là, je suis tombé sur l'étude Prosper. L'étude Prosper qui a essayé de mesurer les effets de statine, et elle a observé que sur une population assez importante, il y avait 115 décès dus au cancer sur les patients qui recevaient des statines, contre 91 sur ceux qui n'en recevaient pas. C'est significatif. Donc, il doit y avoir un effet cancérigène, bien que il faut aussi parler de façon nette. Il n'y a pas qu'une seule statine. Il y en a plusieurs, et probablement certaines sont plus toxiques que d'autres. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Sur le cancer, il y a, à ma connaissance, 7 ou 8 études à côté de Prosper. Et je ne peux pas trancher parce qu'il y en a la moitié qui disent que, comme Prosper, qu'il y a anguille sous roche et que ça pourrait être cancérigène, mais d'autres qui trouvent l'inverse. Ça doit dépendre des statines. Mais parce qu'on n'a pas voulu chercher, surtout. Oui. C'est des questions qui se posent aussi importantes, tout de même. Depuis 20 ans, qu'il n'y ait pas eu une étude sérieuse consacrée à la relation cancer et statine, que ce soit toujours en fin d'article, un sous-produit, dans le cours de notre essai, on a observé tant de cancers de tel ou tel, hop, 2 lignes et on passe à autre chose. Franchement, c'est pas sérieux. C'est un vrai problème qui reste à résoudre. Oui, je dirais qu'aussi, c'est un peu difficile d'étudier des résultats de cancer sur des patients humains. On peut le faire sur des animaux de laboratoire. Par contre, sur des patients humains, le cancer peut mettre des années à se développer. Et bien entendu, le recul n'est pas suffisant. Alors, on cite aussi, vous allez me dire si c'est correct, le déclin cognitif. C'est-à-dire que des personnes réfléchissent de moins en moins bien, pour aboutir parfois jusqu'à la démence, peut-être Alzheimer, et souvent on considère que les statines sont parfois extrêmement toxiques. Est-ce que vous êtes d'accord ? Là, pour une fois, je peux répondre un peu plus clairement. Un grand médecin astronaute, curieusement de la NASA américain, a voulu répondre à ces questions. Avec une obstination extraordinaire, il a interrogé la banque de données MedWatch, médecine surveillée, surveillance médicale, pharmacovigilance, si vous voulez, de la Food and Drugs Administration, qui est ouverte au public aux États-Unis, pas en France. Ça encore, c'est tout un débat. Mais néanmoins, la Food and Drugs freine des cas de fer, c'est-à-dire qu'elle n'ouvre pas son logiciel où elle concentre, réunit, classe. C'est-à-dire que le malheureux Duane Gravelin a dû interroger au cas par cas, avec son logiciel d'ordinateur rustique, pour répondre, et il a aujourd'hui interrogé 64 000 dossiers de la FDA. Et il peut répondre ce qu'il a trouvé. Et ce qu'il a trouvé est impressionnant. Et en particulier dans le domaine du défaut cognitif, de la pensée, de l'attention, de la mémoire, qui peut aller jusqu'à l'aphasie, jusqu'à des troubles complets de la mémoire, des coupures totales qui peuvent durer une journée, une seconde, mais une seconde pour un pilote de chasse c'est tragique, ou un pilote d'avion, ou un chauffeur de voiture, et qui peuvent durer plusieurs jours. Donc des effets très très impressionnants. Il a enregistré 3000
400. Or, ça vous paraît peu de choses pour les États-Unis. Sauf que on sait que ce qu'il y a sur la banque de données de la FDA représente à peu près 1% des accidents réels. Parce que les malades ne les déclarent pas, en général. Donc toutes les études par échantillonnage montrent qu'on est autour de 1%. Ah, mais attendez, alors 3000 multiplié par 100, on est à 300 000. Hein. Et 300 000 par rapport à 25 millions de gens qui prennent des statines, ça commence par faire une fréquence qui est loin d'être négligeable pour des accidents graves. Et donc, clairement, les statines, non seulement ça éteint le désir sexuel et sa réalisation, mais ça éteint aussi le tonus mental, la personnalité. Ça peut entraîner aussi des dépressions. C'est vraiment des médicaments qui sont à manipuler avec la plus grande attention. Vous l'avez cité, 10 à 14% de complications. C'est énorme. C'est pas des petites, des complications qui conduisent à arrêter le traitement. Oui, alors ceci en même temps, il y a des cas que j'ai vus sur le fait que les statines provoquent des accidents de voiture, dans certains cas, c'est-à-dire les personnes qui sont sous traitement lourd devraient s'abstenir de conduire un véhicule et on ne leur dit pas toujours. Enfin. Toute l'histoire de Dwayne Graveling, le médecin spationaute dont je vous parle, vient de ça. Il était dans l'atmosphère. Quand il s'est retrouvé à un moment donné, plus rien, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où il est. Je ne sais plus depuis combien de temps il est là, et ça va se reproduire 2 fois dans sa carrière. Et les 2 fois où il était sous statine, où on l'avait mis statine, puis après le premier accident, il a arrêté. Bon, son médecin l'a convaincu de recommencer, pense à recommencer dans l'espace. Mmh. Donc ça l'a motivé pour la recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui nous est très utile aujourd'hui parce qu'il a analysé toutes les complications musculaires, la rhabdomyolyse, les complications hépatiques, etc. Et on dispose là d'une base de données qui vient directement de la FDA américaine et qui est beaucoup plus précise que ce que les publications nous ont appris jusque-là. Très bien. Question suivante, s'il vous plaît. Alors, quid du French paradox? Désolé pour l'anglais. Ça, si vous voulez, je pense qu'on va en parler après, parce que il y a une question qui est pendante. C'est en particulier rechercher les causes de l'athérome. Si vous voulez bien, on pourra évoquer ça. Maintenant. Est-ce qu'on en parle maintenant? Oui, c'est une bonne idée, parce que si vous voulez, étant donné que les statines, le cholestérol doit être écarté, le taux de cholestérol du moins, eh bien, il faut quand même dire que l'athérome, alors vous nous avez décrit ce que c'est-à-dire ce sont des plaques qui se déposent, c'est presque un tissu cicatriciel au fond. C'est des cicatrices. Et qui se dépose sur les artères et qui, à un moment donné, va, disons, éventuellement se fracturer, devenir rigide, et ça peut même envoyer des morceaux à l'intérieur de l'organisme pour provoquer des infarctus, des AVC. Enfin, c'est quelque chose qui est très dangereux. Voilà. Alors, je vais vous présenter ma version. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire avec 100% de certitude qu'est-ce que c'est que l'athérome. Pourquoi? Parce qu'on s'est engagé sur une fausse piste il y a 50 ans, que des centaines d'équipes de chercheurs ont voulu confirmer la fausse piste, n'ont fait que des expériences pour tenter de reproduire l'athérome chez les animaux d'expérience, se sont constamment cassés la figure, n'y sont jamais parvenus, mais pendant ce temps-là, parce qu'ils cherchaient à répondre à une question préconçue, ils n'ont pas recherché d'autres hypothèses. Voulez-vous que j'abonde dans votre sens? Effectivement, on a pris des rats de laboratoire qu'on a gavés de graisse, de façon à voir si effectivement ces rats allaient devenir davantage cardiaques que d'autres. Et en fait, l'idée, la fausse piste, c'est d'imaginer que les artères, c'est un peu comme un tuyau où les corps gras se déposent petit à petit, un peu par sédimentation, et à la fin, ça prouve une plaque. Et on a l'impression que c'est ça. Hein. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça du tout. Ça encrasse pas. Mais c'est la théorie de l'encrassement. L'encrassement, mais c'est pas ça. Alors, voilà comment on peut représenter les choses. Il y a des petits animaux, il y a des grands. Les petits animaux, ils font jamais d'athérome. Pourquoi? Ce qui frappe le plus, c'est que leur cœur bat à 300, 400 à la minute. Et qu'à chaque fois, il envoie une toute petite quantité de sang. Minuscule. Ça change même pas la pression artérielle. La pression artérielle des petits animaux, elle est régulière. Mais les grands mammifères comme vous et moi,
On ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'il faut que notre cœur envoie le sang, non seulement dans les pieds, c'est facile, ça descend. Il faut qu'il l'envoie dans le cerveau. Il faut donc un coup de pression pour le faire gicler. Et la girafe, c'est encore pire. Donc on ne peut plus avoir un cœur qui bat à 300 la minute. Il faut qu'il attende un temps suffisant pour bien se remplir. Et pan, il envoie une giclée de 80 millilitres qui fait monter notre pression artérielle à 140, 150. Mais c'est un à-coup, hein, c'est un bulldozer. Et cet à-coup de pression, il va percuter les artères, la paroi des artères, dans les courbures, dans les bifurcations. Et c'est là qu'on va trouver les premières lésions d'athérome. Les premières lésions d'athérome, c'est quoi ? Une petite éraflure superficielle de la paroi interne de l'artère. Pas grave. Pas grave. Elle cicatrise aussitôt. Il y en aura d'autres au même endroit, elles cicatriseront. Mais à force de cicatriser, on observe dans les artères ce qu'on observerait sur la peau si on se blessait tout le temps au même endroit. Une grosse cicatrice, on appelle ça des kéloïdes, qui sont très vilaines et dures. C'est exactement ce qui se passe dans le système artériel. Mais c'est quoi une cicatrice ? C'est un phénomène, alors je suis désolé d'employer ce mot, qui est la tarte à la crème en médecine, c'est un phénomène inflammatoire. Ça veut dire que quand il y a une blessure de votre paroi interne de l'artère, il y a des cellules du sang qui viennent aussitôt s'y coller et tenter de la réparer. Elles vont cicatriser. Ces cellules, elles sont très bizarres. C'est des petites cellules qui ont l'air de rien, elles s'appellent des monocytes. Mais dès qu'elles sont en activité, elles vont grossir énormément. On va les appeler des macrophages. Et pour exercer leur cicatrisation, réparer la lésion, elles vont bouffer des graisses, les stocker à leur intérieur et métaboliser les graisses, produire de l'énergie, produire de nouvelles cellules et réparer la brèche. Elles sont bourrées de graisses. Ah, mais voilà les graisses qui arrivent dans un second temps. Et c'est quoi les graisses ? Pour l'essentiel, c'est le fioul dont je vous ai parlé au début, c'est l'acide gras. Mais l'acide gras, il ne circule pas tout seul. Il lui faut un train qui le porte. Et le train, c'est quoi ? Il y en a plusieurs, je ne parle que de celui qui nous intéresse là, c'est le cholestérol. Le cholestérol, c'est la locomotive, et tout le train derrière et le temps d'air, c'est l'acide gras. Et il vient l'apporter à l'intérieur du monocyte macrophage, qui là, va rejeter le cholestérol, à moins qu'il veuille construire une membrane, mais pour le reste, il le rejette, et il va commencer à débiter l'acide gras pour avoir de l'énergie et faire toute son action. On va donc se trouver dans la situation où, après plusieurs années, on a une plaque, une cicatrice fibreuse, comme toutes les cicatrices fibreuses, ça veut dire que c'est dur, avec un centre mou comme de la bouillie, d'où le nom d'athérome, qui est jaune, qui est plein de macrophages, eux-mêmes pleins de graisse. Le cholestérol, il n'a joué aucun rôle là-dedans. Il a transporté, il a amené les graisses. On peut dire qu'il a joué un rôle quand même, très indirect. Les graisses, elles, vont jouer un rôle important, pour deux raisons. La première, elles donnent toute leur énergie aux macrophages. C'est un effet positif pour la cicatrisation. La deuxième, c'est que les graisses, quand elles commencent à s'oxyder, ont un effet qu'on appelle toujours inflammatoire, c'est-à-dire qu'elles vont attirer d'autres monocytes. Et au lieu d'avoir une cicatrice élégante et légère, fabriquée par quelques monocytes, on va avoir une cicatrice moche, irrégulière, fabriquée par beaucoup plus de monocytes qui n'auraient été utiles. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, mais si je résume, vous dites que l'athéromes dans les artères, bien entendu, ce sont des liaisons inflammatoires où la graisse entretient l'inflammation dans une espèce de cycle. Et ça donne des plaques qui sont composées, alors moi j'avais noté que c'était composé de graisse, des triglycérides, des phospholipidiques, et puis marginalement de cholestérol, mais en fait le cholestérol, ça sert de la brique pour réparer les artères, et essentiellement ce sont des liaisons inflammatoires qui sont réparées ou mal réparées. Et le fait d'avoir plus ou moins cholestérol ne change strictement rien. Strictement rien. Alors le cholestérol qui est désigné comme coupable de l'athérome, eh bien il n'y a aucune démonstration concluante qu'il soit important ou faible, et ça n'a jamais été démontré expérimentalement, si je ne m'abuse. Jamais. Jamais. Alors, j'aurais bien voulu trouver des expérimentations faites chez des grands animaux. Chez le cheval, chez la girafe, je suis en train d'essayer de trouver, et j'ai beaucoup de mal à croire que les vétérinaires s'en foutent de l'athérome, que c'est pas leur problème, l'athérome du cheval. Les chevaux cardiaques, ça existe, les chevaux cardiaques. Oui. Bon.
Mais ce que je voulais vous dire là, c'est que l'athérome, qui est une maladie, clairement il y a une composante génétique, particulièrement fréquente dans certaines populations ou certaines familles, qui est aussi une maladie liée au stress de la vie. Et on a vu beaucoup de grands athéromes chez des gens jeunes, dans certains groupes de combattants pendant la guerre mondiale, des pilotes, des mitrailleurs d'avion, des combattants de choc, qui ont développé des maladies artérielles particulièrement graves et rapides. Il n'y a donc pas seulement la génétique, il y a aussi le style de vie. Et on comprend bien pourquoi. Si vraiment les à-coups de tension, de pression artérielle réguliers toutes les minutes qui s'exercent sur les parois artérielles sont forcément plus forts chez l'homme qui fait des efforts, qui est engagé dans l'action, qui est ému, qui est sous tension, qui est angoissé, etc. Et donc, on n'est pas égaux devant le risque d'athérome. Mais l'athérome, c'est pas l'infarctus. Mais l'athérome, c'est une maladie inflammatoire, donc. C'est une maladie inflammatoire à point de départ dynamique, de mécanique des fluides. Et puis alors, si vous voulez, là encore, j'ai noté les choses suivantes, parce que je me suis documenté un petit peu, mais vous allez me dire si ce que je dis est correct. J'observe qu'aucune étude n'a montré de lien réel entre le taux de cholestérol et la mortalité cardiaque en dessous de 2,6 grammes par litre. Aucune, absolument aucune. Mais n'oubliez pas non plus que s'il y a au-dessus de 2,6 g, 2,7 g, il commence à y avoir une augmentation de la mortalité cardiaque. Mais c'est une corrélation, c'est pas une relation de causalité. C'est là où véritablement on revient sur la statistique, c'est-à-dire beaucoup de gens confondent la corrélation et la causalité, et ce sont des choses complètement différentes. S'il vous plaît, dites-le une deuxième fois. Bien, je vais donner une démonstration parfaitement nette. C'est vraiment important. Et cette démonstration est très simple. J'ai le malheur d'être professeur d'université et finalement, c'est bien pour moi, je suis au dernier échelon possible, je ne peux pas gagner davantage. Sauf que nos bons gouvernements, depuis 10 ans, ont considéré que ce taux de rémunération était élevé, et donc je n'ai pas été augmenté quasiment depuis 10 ans. Ce qui veut dire qu'en euros constants, mon salaire baisse à peu près linéairement dans le temps. Alors vous avez des personnes qui nous disent que la température augmente. Vous avez entendu parler du réchauffement climatique, donc la température augmente. Bon, alors comme la température est censée augmenter à la même vitesse que mon salaire diminue, mon traitement pour être exact, eh bien j'ai une solution très simple pour faire baisser la température. On augmente mon traitement, et j'ai fait des calculs statistiques pour constater qu'il y a un taux de corrélation de 0,97, c'est-à-dire 97%. Donc, c'était clairement corrélé. Alors, on va me dire, bien écoutez, si on augmente votre salaire, ça ne va pas faire baisser la température, mais si vous voulez, beaucoup de gens vous font des démonstrations de causalité avec des corrélations beaucoup plus faibles. Alors ça c'est un exemple où vous pouvez avoir la corrélation sans la causalité, et ce sont des phénomènes dits concomitants. Ils se produisent en même temps, mais ils n'ont aucun rapport entre eux. Voilà. Parce que les cheveux blancs et les rides, c'est aussi corrélé avec la mortalité. Et mon ami, le professeur Cumming, qui est maintenant mort et que j'adorais, s'était taillé un grand succès dans un congrès à Londres en disant qu'il avait observé un fait très intéressant, qui était le lien très étroit, au mois de février, entre l'importation des bananes et l'épidémie de grippe. Et c'était attiré beaucoup de succès, sauf de l'orateur. Oui, alors il y a une autre idée, c'est simple, si effectivement la mortalité est provoquée par les cheveux blancs, on n'a plus qu'à aller se faire teindre en noir et on mourra moins. C'est encore... Mais vous plaisantez. L'avant-dernier numéro de la plus grande revue scientifique du monde, Nature, un article critiquant la position américaine sur le cholestérol, qui va tout à fait dans le sens du livre que je viens d'écrire, de ce dont on discute là. Et où l'auteur s'amuse en disant « On a observé que l'infarctus est beaucoup plus fréquent chez les petits chauves et velus. » Ce qui est vrai. Mais il y a une solution, il suffit qu'ils portent des talons et une perruque. Bon, voilà, et donc ils disent exactement comme exactement. Bon, écoutez, on va regarder les questions suivantes, parce que il y en a certainement... Alors, une question sur le lien avec le diabète, c'est-à-dire est-ce que on peut avoir le même genre de conclusion sur le diabète et sur les médicaments antidiabétiques ? Non. Le diabète est une maladie fascinante qui en plus lèse les artères, pas les mêmes, pas les grosses, les petites artères. Et je vais vous dire, depuis le temps qu'on connaît le diabète bien, personne ne sait comment le diabète
crée des lésions des petites et moyennes artères. On n'a pas compris le mécanisme, peut-être qu'on n'a pas cherché assez. Mais c'est une parenthèse. La vraie question, c'est est-ce que les médicaments antidiabétiques sont efficaces ? Eh bien, oui. L'insuline est un formidable médicament, 1924. La metformine et les sulfamides, 1959-1956, les deux, sont des médicaments remarquables. Ils échouent dans 10-15% des cas. Ils ont des petits accidents d'hypoglycémie, quelquefois très exceptionnellement graves, mais ça arrive, il faut s'en méfier tout le temps. Mais ce sont des médicaments de première ligne. Le problème, c'est que ces médicaments de première ligne, reconnus comme tels dans tous les pays, ne rapportent plus rien à l'industrie. Ils sont génériqués depuis toute antiquité, plus un rond. C'est pour ça que l'industrie a mis sur le marché 5 familles de médicaments dans les 12 dernières années, résultant de recherches biologiques de haute qualité. Bravo, excellent. Malheureusement, 1, elles sont beaucoup moins efficaces que les anciens médicaments. 2, elles sont tellement plus dangereuses qu'il a fallu déjà en retirer 2 du marché et qu'il y en a d'autres qui sont menacées. 3, l'industrie les a vendues entre 6 et 12 fois plus cher que les molécules antérieures qui, elles, marchent. On est donc devant un scandale de plus de l'industrie pharmaceutique. Mais que les diabétiques se rassurent, et les diabétologues sont des gens en général de très bonne qualité, ils auront les médicaments qui leur sont nécessaires. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de déviance en France. Il y en a eu beaucoup à l'étranger. Alors, rappelez qui nous sommes. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des sciences et techniques animé par Paul de Vels. Le thème de ce soir est le cholestérol ou la vérité sur le cholestérol. Nous recevons aujourd'hui le professeur Philippe Even, ancien doyen de la faculté de médecine de Necker, président de l'Institut Necker, professeur émérite des universités, biochimiste de formation, auteur du livre La vérité sur le cholestérol, édité aux éditions du Cherche le Midi en 2013. Avant que nous passions à la question suivante, professeur Even, je voudrais me poser la question, est-ce qu'il y aurait éventuellement certaines statines qui auraient des effets antidiabétiques ? Non seulement il n'y a pas de statine qui ait des effets antidiabétiques, mais toutes les statines ont des effets pro-diabétiques. Ça, c'est une observation qui a commencé à apparaître dans les années 2005-2006. Et même on connaît le mécanisme aujourd'hui, depuis peu. L'observation, que je résume, il y a 5 grandes études internationales portant sur un très très grand nombre de malades. Je résume en un mot, il y a 400 000 diabètes aux États-Unis créés par les statines, et on peut estimer qu'il y en a à peu près 40 000 en France. Autrement dit, l'utilisation des statines chez les diabétiques n'est pas plus justifiée que chez les non-diabétiques. Ça n'a aucun effet sur les complications cardiaques. Et 2, ça a des effets nocifs particuliers entraînant des diabètes. Et donc, c'est à éviter, contrairement à ce que disent certains diabétologues français. Alors, puisque nous sommes... Mais attendez, je vous donne le mécanisme aussi, parce que c'est fascinant. Et ça élargit ce dont on parle. Quand on a dit tout à l'heure, les statines bloquent la synthèse du cholestérol. Elles ne bloquent pas que ça. Elles bloquent en même temps la synthèse d'une molécule, disons, parallèle au cholestérol, au nom qui peut paraître barbare. Elle s'appelle le mévalonate. Et cette molécule a des rôles clés essentiels, que je ne vais pas vous étaler parce qu'on serait en plein dans la biochimie, mais qui font que bloquer le mévalonate, c'est entraîner toute une série de conséquences sur la vie des cellules. Et en particulier, ça démolit les récepteurs à l'insuline. Alors c'est très joli d'avoir de l'insuline, mais s'il n'y a plus de récepteurs pour se lier à elle et déclencher la réponse, elle devient inactive. Autrement dit, on sait aujourd'hui par quel mécanisme les statines réduisent l'efficacité de l'insuline et du coup provoquent l'apparition de diabète. Bien, écoutez, c'est pas très engageant vis-à-vis des statines. Alors je voudrais peut-être, puisque nous parlions de l'athérome,
Alors, il faut dire que, bien entendu, l'athérome, c'est une cause mal connue, bien sûr, et ça apparaît surtout après 30 ans. C'est une maladie inflammatoire, essentiellement, dont la cause est inconnue, comme je l'ai dit. Et il y a, par exemple, par contre, encore des petits scandales avec les marqueurs, le CRP, par exemple. Alors, le CRP, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années, c'est le C-réactive protéine, et qui est complètement dépourvu de spécificité, qui n'apporte aucun support d'information. Alors, il est clair que le CRP s'élève dans les pathologies infectieuses et inflammatoires, mais ce n'est pas un indicateur fiable. Par contre, si vous faites des analyses pour essayer de voir si effectivement vous êtes en bonne santé ou pas, vous allez voir le CRP apparaître comme le taux du bon et de mauvais cholestérol, et vous avez le médecin qui va vous dire attention, votre taux de CRP est élevé, alors que c'est quelque chose qui n'est encore une illusion d'optique, en fait. Bravo à Daniel Ridker, l'Américain qui a inventé le dosage de la C-réactive protéine du CRP. Ça n'a aucun intérêt. J'ai une rage de dents, le CRP augmente. J'ai un corps au pied, le CRP augmente. J'ai un cancer, le CRP augmente. J'ai une polyarthrite rhumatismale, le CRP augmente. J'ai de l'athérome, le CRP augmente. Le CRP augmente tout le temps. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais on commence à savoir très bien. Ce n'est pas une molécule sans intérêt. Elle nous défend contre presque tous les agresseurs. Elle n'a aucune spécificité. Elle n'est pas inutile, mais elle n'est le marqueur précis de rien. Elle ne signifie rien de précis. Et aujourd'hui, on en est arrivé à dire qu'il faut traiter les maladies artérielles qui ont un CRP élevé, encore plus que les autres, parce que ça témoigne de la nature inflammatoire. Un discours incohérent. Absolument incohérent. La CRP ne sert à rien sauf à faire du blé. Vous prenez n'importe quel bilan de malade qui est rentré tout à l'heure à l'hôpital. Mais il y a l'analyse du CRP. Il y a l'analyse du CRP. Et dont puis, tout le monde se ensuite, fout. vous avez aussi les niveaux bas hauts, et si jamais on dépasse ce niveau, ça va provoquer l'inquiétude. Eh bien, la réponse est tout le monde s'en fout, ça ne sert à rien. Oui, mais c'est quand même hallucinant. Mais ça rapporte, bien sûr. Alors, bon, écoutez, question suivante peut-être. Alors nous avons, c'est une question personnelle, c'est moi qui la pose. D'après ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que finalement nous avons vraiment affaire au sophisme de la raison marchande. C'est-à-dire que ce n'est pas le virus qui à un moment donné fait produire à un moment donné le remède, c'est-à-dire l'antivirus. On a l'antivirus et donc on fait émerger la question du virus. Ah oui, mais Est-ce qu'on n'a pas la même problématique sur la question des vaccins ? Ah, ça, je ne veux pas parler des vaccins, c'est trop chaud. Non, je veux dire, d'abord, je n'ai pas toutes les données, il est impossible de les avoir. Je retiens que des idées générales, à savoir que le principe de la vaccination est scientifiquement très fondé. Deuxièmement, que les vaccinations ont fait disparaître des maladies entières, que ce soit la rougeole, la poliomyélite, la rage, etc. Que, troisièmement, beaucoup de vaccins ont échoué. Celui de la grippe, ça marche pas très bien. Dans les maladies bactériennes, c'est pas terrible, sauf parfois sur le méningocoque récemment, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas terrible. Et quatrième élément, il est clair qu'il y a une toxicité potentielle de certains vaccins, qu'il faudrait pour l'analyser, la volonté de l'analyser, connaître les procédures techniques de développement des vaccins, qui reste le secret de l'industrie pharmaceutique, mener des études prospectives et pas seulement après coup, rétrospectives sur des accidents qui se produisent après vaccination. Tout ça n'a pas été fait ou reste caché par l'industrie. De sorte que dans l'état actuel des choses, je me terre dans mon coin et je ne dis pas un mot des vaccins. Oui, mais je pense qu'il faut rester quand même concentré sur notre sujet. Parce qu'on pourrait poser des questions un petit peu en dehors de ce dont nous parlons aujourd'hui. Le seul lien, malgré tout, qui peut être vu du point de vue de l'athérome, c'est que l'athérome est une maladie auto-immune et il est clair que les vaccins augmentent la réaction immunitaire. Alors la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que lorsqu'on a un système immunitaire très sensibilisé, ça peut éventuellement augmenter le risque d'athérome. Je pense que là, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Je me lancerai pas, mais on a bien vu ensemble tout à l'heure que c'est une maladie
inflammatoire. Qui dit inflammatoire dit évidemment immunologique aussi. Les deux choses sont liées, immuno-inflammatoire. On ne peut pas aller plus loin pour l'instant, mais vous savez que ça a été proposé. Il y a une tentative de réaliser, tenez-vous bien, un vaccin anti-cholestérol. Ah oui, c'est incroyable. Alors c'est très simple, on meurt tout de suite dans ces cas-là. Alors, si vous voulez, il faut que nous regardions également, parmi toutes disons, les méthodes possibles, qu'est-ce qui peut être vraiment efficace contre les maladies cardiovasculaires. Mais avant cela, je voudrais qu'on fasse, disons, on essaie d'épuiser le stock des questions pour que les auditeurs ne se sentent pas ignorés. Nous avons une question sur la montée progressive du cholestérol. Est-ce que ça peut poser un problème, une montée? Alors le cholestérol monte, hein, il est très bas à la naissance, il reste bas toute l'enfance. Il atteint son chiffre moyen de l'adulte, qui est dans les pays occidentaux d'environ 2 grammes, 2 grammes 2, à peu près à l'âge de 18-20 ans. Pourquoi est-ce qu'il est bas chez l'enfant? Parce que l'enfant, il grandit, il fabrique des cellules tout le temps, et donc il fabrique des membranes pour les cellules, il a un besoin Le cholestérol est consommé, quoi. Le cholestérol est consommé. C'est la base du développement. D'ailleurs, pourquoi? Où le cholestérol est-il abondant? Dans le jaune d'œuf. Et pourquoi? Le jaune d'œuf, ça va faire un embryon de poulet. Et l'embryon de poulet, il va grossir, il va fabriquer plein de cellules. Il faut une réserve de cholestérol pour ça. Hein? Donc, jusqu'à l'âge adulte, ça monte régulièrement. Alors ensuite, au cours de la vie, ça va dépendre de beaucoup de choses qui ne sont pas parfaitement analysées. En moyenne, ça va augmenter très peu. Hein. Si vous avez 2 grammes à 20 ans, vous aurez 2 grammes 20 à 60 ans. Bon, c'est mesurable. Enfin, c'est peu de choses. Pour quelles raisons est-ce que ça augmente? Il y en a 2 raisons qu'on peut invoquer. La première, c'est qu'on mange de plus en plus, on fait de moins en moins d'exercices, on a des acides gras qui circulent, et il faut bien quelqu'un pour les transporter. Et parmi les transporteurs, il y a le cholestérol. Donc, l'augmentation des acides gras peut faire monter un peu le cholestérol. Ça me paraît tout à fait marginal. Le deuxième facteur, c'est que plus vous vieillissez, et surtout après 70 ans en tout cas, vous renouvelez moins vos tissus que quand vous êtes jeune. Vous savez que quand vous êtes jeune, vous n'arrêtez pas de vous reconstruire tout le temps. Hein, vous changez votre intestin en 5 jours. Votre moelle osseuse replique continuellement. Votre cuir chevelu produit des cheveux en abondance, etc. Bon, en vieillissant, tout ça se freine et l'organisme a moins besoin de construire, donc moins besoin de cholestérol, et de sorte que ça peut-être expliquer la légère augmentation qu'il y a. Alors maintenant, l'effet du régime alimentaire, je vous dis, je ne sais pas répondre. Pourtant, j'ai lu beaucoup de choses tellement contradictoires. Ça m'a amené à vous dire tout à l'heure. Le régime alimentaire pour l'augmentation du cholestérol. Oui. D'abord, le régime alimentaire de cholestérol. Il y a une histoire formidable qui est racontée par, je ne sais plus qui, je ne sais plus quel auteur, d'un demi-fou, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, qui pendant 50 ans de sa vie a mangé tous les jours entre 20 et 30 œufs. Que ça, il vivait d'œufs. Bon, pourquoi pas? Il a survécu en tout cas. Donc des doses de cholestérol astronomiques. Eh bien, il avait un cholestérol sanguin normal. Pour montrer que le lien entre l'alimentation en cholestérol et le taux de cholestérol est un lien quasi inexistant, l'organisme s'adapte, s'il reçoit beaucoup de cholestérol par alimentation, il arrête pratiquement d'en fabriquer, il élimine le circuit dans la bile et par les fesses, et puis on n'en parle plus. Alors maintenant, il y a, est-ce qu'une alimentation riche en graisse peut en même temps augmenter le taux de cholestérol? Il n'y a pas de preuve absolue. Il y a beaucoup de papiers discordants. Mon sentiment à moi est que il n'est pas exclu que pour transporter toutes ces quantités d'acides gras, il y ait une augmentation modérée du cholestérol et que dès lors, plus on bouffe de graisse, plus on a un cholestérol élevé. Mais ce n'est pas vraiment vrai. Vous prenez 1000 obèses, des vrais obèses à l'américaine, hein, des obèses à plus de 30 kilos. 230 kilos. Enfin. Ouais, voilà. Ils ont le cholestérol comme vous et moi. Donc, je ne peux pas répondre à la question, là. Je ne sais pas. Hein. Alors, il y a les gens du Sahel, j'en ai parlé tout à l'heure, ou les aborigènes australiens qui courent sous le soleil toute la journée, ou les Éthiopiens. Ils
sont à 1,50 g de cholestérol. La limite la plus nécessaire pour la vie. Mais comme je vous l'ai dit, ils font des athérome artériels plus fréquents encore que ceux qui ont un cholestérol élevé. Une autre question ? Oui. Est-ce que le tabac, dans les années 50, n'a pas été un des facteurs qui a été sous-évalué dans l'apparition des maladies cardiovasculaires pour éviter de justement gêner cette industrie du tabac à ce moment-là ? L'industrie du tabac a sûrement dû se défendre. Mais l'étude Framingham, dès l'année 64, sa première parution de son enquête, avait rangé à juste titre le tabac parmi les facteurs de maladies artérielles. Et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il y a certainement des facteurs qui sont favorables à l'athérome, justement. C'est l'hypertension, oui. Bon, le diabète, bien sûr, le tabagisme. C'est clair que c'est ces choses-là. Alors maintenant, la question est de savoir également quelles sont les statistiques concernées. Alors, si on regarde, par exemple, l'infarctus, vous parlez beaucoup de l'infarctus, professeur Even, dans votre ouvrage, il cause, si je ne m'abuse, 40 000 morts par an. Et de la même façon, les accidents vasculaires cérébraux, c'est à peu près un petit peu moins, c'est 35 000 morts. Et la plupart, c'est après 75 ans. Oui. Mais il y a quand même une part non négligeable qui existe des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus qui touchent des personnes jeunes. C'est-à-dire, on parle de 1000 par an entre 30 et 50 ans. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Là, vous me donnez l'opportunité d'exprimer un agacement. Mes collègues cardiologues ne peuvent pas ouvrir la bouche sur quelque sujet que ce soit sans commencer en nous disant qu'ils sont évidemment très nécessaires à la nation puisque les maladies cardiovasculaires sont celles qui sont la principale cause de mortalité. Et ça m'exaspère. Ça m'exaspère parce qu'on meurt de ces maladies cardiovasculaires en moyenne à 80-82 ans, c'est-à-dire un petit peu plus vieux que l'âge moyen de la population, et que si on avait l'esprit ironique et caustique comme il m'arrive de l'avoir, je dirais que finalement c'est un brevet de longue vie de mourir de ces maladies-là, puisqu'on meurt plus tard que la moyenne. Il ne faut pas oublier. Alors c'est vrai que ça fait 170 000 morts en France, toutes maladies cardiaques confondues. Sur 550 000, c'est autour de 30%, c'est énorme. À peu près à égalité, il y a les cancers. Mais on ne parle pas de la même chose. L'âge moyen de la mort du cancer, c'est 68-69 ans. L'âge moyen des maladies cardiaques de la mort, c'est 82. Il y a 14 ans de différence perdue. En termes d'années perdues, les maladies cancéreuses sont 10 fois plus un problème que les maladies cardiaques. Et les cardiologues, moi, m'exaspèrent à se mettre toujours en avant. Et il m'arrive de dire méchamment que mon problème n'est pas de prolonger d'1 an la vie des octogénaires. Voilà. Oui, c'est exact. C'est-à-dire qu'on peut raisonner d'un point de vue statistique, encore une fois, en disant, comme vous le dites, je crois, dans votre livre, qu'en fait, en admettant qu'on ne soigne pas les infarctus, ça, en moyenne, ça ferait perdre 6 mois de vie pour les personnes très âgées. Mais bon, on est toujours content d'être soigné, malheureusement, lorsqu'on l'a, parce que vous savez, on vit de plus en plus vieux. Simplement, essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le danger de santé le plus grave. Le danger de santé le plus grave est incontestablement le cancer, si on veut graduer. Néanmoins, l'accident vasculaire cérébral est aussi très invalidant, et les deux sont causés par l'athérome, essentiellement. Oui. Par contre, si on regarde, encore une fois, il n'y a absolument aucun rôle du cholestérol, ni dans l'un ni dans l'autre. Aucun rôle. Alors ça, c'est encore un point. Et alors, là encore, j'en profite pour citer des études, parce que vous savez, les gens qui, si on vous dira, mais monsieur, combien, je crois que vous avez fait allusion à un représentant de la Société de cardiologie qui avait dit qu'il y avait des milliers d'études qui prouvaient que le cholestérol était dangereux, mais j'en citerai une qui est extrêmement connue, c'est l'essai Jupiter, 2008. L'essai Jupiter, alors pourquoi Jupiter? C'est Justification for the Use, JU, of Statin in Primary, ça fait le P de Jupiter, Prevention and Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin. C'est-à-dire la justification de l'usage des statines à titre préventif.
et un essai thérapeutique qui évalue la rosuvastatine. Alors cet essai Jupiter, je dirais que c'est un essai qui attire l'attention parce que ça a été sans doute le flop le plus retentissant de toute l'histoire de médicaments. Il y a eu 17 802 sujets dans 1300 centres de 28 pays, donc c'est une étude qui a coûté une fortune, bien sûr. Et c'est un essai qui d'ailleurs a été réalisé avec des conflits d'intérêts manifestes, c'est-à-dire que les personnes qui étaient censées contrôler la validité des données étaient naturellement payées par les médicaments, par les sociétés pharmaceutiques de façon éhontée. Et le but avoué, c'était, il s'agissait d'augmenter le nombre de patients traités sous les statines aux États-Unis, qui est actuellement de 24 millions. 24 millions, c'est quand même important, ça veut dire 10% de la population. Mmh. Aux États-Unis, il y a un Américain sur 10 qui prend des statines. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? En France, on en est presque là, puisque c'est 6 millions, 7 millions, c'est pareil. Une personne sur 10 prend des statines, et il s'agissait de l'augmenter à 44 millions. Et alors là, on a vu le résultat de cette étude qui a d'ailleurs été interrompue avant qu'elle aille jusqu'au bout. On a constaté que le nombre d'infarctus mortels était de 9% pour les patients qui ne recevaient pas de statine et 29% pour les patients... C'est pas ça. C'est pas pour ça. Sur les 17 000 malades, ils arrêtent l'essai au bout d'1 an et demi, et sous prétexte qu'il était magnifiquement concluant. Et le nombre d'infarctus... c'est 6 pour les malades qui sont sous placebo, 6, pas 6%, 6. Et 9 pour ceux qui étaient sous statine. Alors, naturellement, c'est pas significatif, sauf que c'est amusant de voir qu'il y en a un peu plus chez ceux qui sont sous statine. L'échec total de cet essai. Oui, mais ça c'est fascinant parce que, si vous voulez, ça montre que l'industrie cherche toujours à vendre ses produits contre vents et marées. Et elle fabrique des essais extrêmement chers. Alors, j'en ai des quantités d'autres, j'ai des exemples. Vous me permettez un mot en passant à propos de l'industrie, juste pendant le... Allez-y, je vous en prie. Il faut bien comprendre que l'industrie, qui est la propriété de grands fonds d'investissement et de grands groupes d'actionnaires, et qui sont les mêmes que ceux qui d'ailleurs possèdent l'industrie agroalimentaire, il faut aussi se rappeler qu'une partie des groupes qui fabriquent des médicaments fabriquent aussi des produits agroalimentaires et qu'il y a une vraie confusion des deux industries. Par exemple, Bayer. Par exemple, le but de cette industrie, je vais le dire très durement, mais c'est profondément vrai, n'est pas de réduire le nombre des malades. Le but de l'industrie, c'est d'augmenter ces marchés et donc d'augmenter, sinon le nombre des malades, le nombre des gens à qui on dit qu'ils sont malades pour qu'ils se traitent. Et se fabriquer ces fameuses maladies inventées sur lesquelles il y a des livres entiers qui ont été écrits, en particulier aux États-Unis. Le but de l'industrie, c'est de faire de l'argent, et de faire de l'argent très vite. C'est le but de toutes les entreprises, hein, c'est pas différent. Très vite. Il faut que le manager il fasse au moins 20% par an de bénéfices. Et ils le font. C'est la seule industrie qui atteint ce niveau. Vous pouvez regarder l'industrie automobile, les avions, la mécanique, l'armement, l'électronique, tout ce que vous voulez. Rien n'atteint la permanence de ces 20% parce qu'ils ont une rente de situation, la santé, la peur des gens, le besoin des gens de médicaments, le besoin des politiques de répondre à la demande, de façon un peu démagogique parfois, de la population. Cette rente de situation leur permet de gagner énormément d'argent tout de suite. Or, mettre au point un nouveau médicament, un vrai, qui apporte quelque chose, c'est des années de recherche, c'est 10, 12 ans d'efforts, parfois plus, de façon aléatoire, parce que quelquefois, au dernier moment, ça devait marcher, il y a une toxicité telle qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est foutu. Autrement dit, il y a une antinomie complète entre la politique du manager, qui est de gagner de l'argent l'année prochaine, et d'ailleurs s'il ne le fait pas, il sera viré, et le fait de développer de la recherche. Voilà pourquoi il n'y a plus, depuis 20 ans, de découverte, ni de recherche pharmaceutique. Pas de découverte, parce que quand on ne cherche pas, c'est quand même rare qu'on trouve. Voilà, ça je tenais à le dire. Oui, mais ça, c'est ce que vous dites est très fort, et je pourrais abonder dans votre sens. Mais avant cela, identifiez-nous.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des sciences et techniques animé par Paul de Vels. Ce soir, le thème est sur le cholestérol, ou la vérité sur le cholestérol. Nous recevons aujourd'hui le professeur Philippe Even, ancien doyen de la faculté de médecine de Necker, président de l'Institut Necker, professeur émérite des universités, biochimiste de formation et auteur du livre « La vérité sur le cholestérol », édité aux éditions du Cherche-Midi en 2013. Oui, pour revenir à cela, essayons de donner des chiffres. La mise au point d'un nouveau médicament, avec toutes les phases 1, phase 2, etc., ça revient le plus souvent entre 200 et 500 millions d'euros, à peu près. Oui, quelquefois plus. Hein. Pour quelques médicaments, ça atteint le milliard. Oui. L'industrie nous dit d'ailleurs que c'est 800 millions, 1 milliard, 1 milliard 2, même il arrivait de dire 2 milliards. Les calculs réels, y compris ceux du fisc américain, montrent qu'on est dans les chiffres que vous donnez. En moyenne, on tourne autour de 500 millions, mais ça peut être moins, ça peut être que 100, 200. Attendez, c'est simple. Si un médicament est vraiment remarquable et bon, ça ne coûte rien. Il faut 2-3 essais cliniques avec 100 malades, ça coûte des queues de cerise, et c'est magnifique le résultat. Et puis un mauvais médicament qui marche très rarement, ou pas du tout, comme les statines. Alors, il faut de nombreux essais avec des milliers de malades, suivis des années. Et alors, ça va coûter très cher. C'est pourquoi il m'arrive de dire que les montagnes accouchent de souris. Plus l'essai est gros, plus il est long, plus à l'évidence il a coûté cher, et plus vous êtes sûr que le médicament n'a aucun intérêt. Voilà. Mais alors, en fait, c'est assez inquiétant également parce que vous avez, à la base, une notion de rentabilité nécessaire. C'est-à-dire, si un médicament qui doit être mis au point ne peut pas, dès le départ, rapporter plus que l'investissement, c'est-à-dire, mettons, l'investissement, allez, au bas mot, 500 millions d'euros, et donc il faut que le médicament rapporte 500 millions d'euros, et bien entendu davantage. Et alors, donc, beaucoup de médicaments ne peuvent rapporter des sommes comme celle-ci que lorsqu'ils ils s'adressent à des milliers et des milliers de malades, enfin des centaines de milliers, et ça ne peut pas concerner beaucoup de maladies dites rares. Donc, à la limite, ces maladies sont laissées à l'abandon. C'est exactement ce que vous dites. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des fonds spéciaux dans tous les pays pour les maladies rares, parce que l'industrie pharmaceutique ne va pas s'investir dans les maladies rares. Et si avec les maladies rares, il n'y a plus d'antibiotiques nouveaux depuis 20 ans. Les anciens marchent encore, mais de moins en moins bien à cause des résistances. Pourquoi il n'y a pas d'antibiotiques nouveaux ? Parce que l'industrie s'en moque éperdument. Un traitement antibiotique, ça va être 2 comprimés par jour pendant 8 jours, mais ça ne rapporte rien. Une statine, ça va être des traitements pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais attendez, c'est 200 fois plus. On fait des recherches pour trouver des médicaments préventifs de très long cours pour des maladies chroniques. Mais pour les maladies aiguës, que ce soit des virus, des bactéries, ça n'intéresse pas l'industrie, il n'y a pas de recherche, ça ne rapporte pas assez. On ne se tirera de cette situation que s'il y a la conjugaison des efforts de l'industrie et de l'État. L'industrie, elle n'investira pas dans la recherche sur des petites choses, si ce n'est pas des gros marchés. L'État, ses centres de recherche, ils font très bien la recherche théorique, conceptuelle, pour comprendre. Mais ils ne recherchent pas des médicaments. Ils n'ont pas cette approche d'aller vers le malade. Très peu, en tout cas. Si les États ne sont pas capables de conjuguer les efforts de la recherche publique et de la recherche privée, l'habileté de la recherche privée pour tout ce qui est technologique et pour le marketing, l'inventivité de la recherche publique, nous ne ferons aucun progrès dans la voie de nouveaux médicaments. Et le rôle de l'État, c'est de faire ce qu'a fait l'État américain jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il a mis au pot, il a obtenu cette collaboration entre les deux recherches, mais il a payé à 60% la recherche. Pour les Américains, pour la santé des Américains et secondairement la nôtre. Si on ne fait pas ça, il ne se passera rien. L'industrie toute seule est incapable de vraiment découvrir de nouvelles choses. Et le secteur public ne s'y intéresse pas, donc il ne se passera rien. Oui, et d'autre part, je veux insister sur une des conclusions que nous avions eues dans la dernière heure, c'est celle du lobby
industriel qui est omniprésent, c'est-à-dire il subventionne les congrès, les visiteurs médicaux, il subventionne les agences, il subventionne les experts, au point que ceux-ci font d'une certaine façon l'opinion pour certains médicaments, et c'est ainsi que dans le cas des statines, vous avez par exemple, est-ce qu'on citera la revue que les médecins lisent particulièrement, qui donne des recommandations sur la façon dont il faut traiter les patients? Je crois que c'est Prescrire. Prescrire. Alors, excellente revue. C'est une excellente revue, mais on va trouver là-dedans des recommandations. Oui, mais dans l'ensemble... Il y a l'AFSAPS aussi qui donne des recommandations. Oui, bon, c'est la haute autorité de santé. Vous savez bien, en France, pour régler les problèmes difficiles, c'était le cas encore hier, on invente des hautes autorités. Elles n'ont aucune autorité, et elles ne sont hautes que parce qu'elles le disent. Mais c'est la haute autorité qui émet des recommandations. Malheureusement, ces recommandations, elles sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rédigées par des experts qui viennent des sociétés savantes, qui sont financées par l'industrie. Donc, on peut presque dire que l'industrie tient la plume des recommandations. Oui, mais alors, si vous voulez, la France n'a pas la culture des lobbies. Le lobby, c'est un peu anglo-saxon, c'est-à-dire il est considéré comme normal aux États-Unis ou en Angleterre qu'une industrie aille faire des actions incitatives en essayant de sensibiliser des hommes politiques à ses intérêts. Et ces interventions sont considérées comme normales. En Angleterre, c'est normal, vous avez des lobbyistes qui sont des spécialistes. Et naturellement, ceci se conçoit dans le cadre de l'existence de contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait une espèce d'autorité morale qui puisse s'opposer au lobby. Alors, dans les pays comme les États-Unis, ou l'Angleterre, où le lobbyisme fait partie des murs. Enfin, chez nous, c'est une culture qui est un peu nouvelle. Enfin, elle apparaît dans le cadre de la mondialisation de l'Europe. Est-ce que ça se passe mieux que chez nous? Oui. D'abord parce que le lobbying est reconnu dans la clarté et, j'allais dire, dans la transparence. Lorsqu'il y a des campagnes électorales aux États-Unis, on sait qui les a financées lourdement. Et d'ailleurs, l'industrie pharmaceutique arrive en tête. C'est pas les pétrolières, c'est l'industrie pharmaceutique. C'est pas l'industrie de l'armement qui arrive en tête aux États-Unis, c'est l'industrie pharmaceutique. Elle a ses 600 lobbyistes à Washington, qui ont pignon sur rue, qui sont parfaitement identifiés. Autrement dit, c'est un mécanisme normal de fonctionnement d'une société. C'est la même chose en Angleterre. Mais pas en France. Mais pas en France. Pas en France où tout est caché. Et où l'infiltration par l'industrie est tout aussi puissante. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, et puis je continue actuellement parce qu'il y a plusieurs grands cardiologues auxquels je m'intéresse. Il est fascinant de voir à quel point cette industrie est absolument infiltrée partout, où des décisions sont à prendre. C'est tout à fait fascinant. On n'est pas forcément cru quand on le dit. C'est pour ça que je demande, je supplie quelques Français au moins à lire les grands rapports qui ont été faits à la Chambre des communes britannique ou qui ont été faits à la tribune de l'Organisation des États-Unis sur le mode de fonctionnement de l'industrie pharmaceutique et qui se conclut, elle est aujourd'hui out of any control. Elle est aujourd'hui incontrôlable, absolument incontrôlable, infiltrée partout de façon plus ou moins visible. Et malheureusement, la France, l'Italie, je crois que c'est pareil d'ailleurs, est en première ligne de la corruption rampante, de plus en plus grande. J'ai vu ça dans les 10-12 dernières années, et en particulier de la profession médicale. J'ai des contacts avec mes collègues allemands, où j'ai constaté au contraire en Allemagne une rigueur, même plus grande qu'en Angleterre, dans le contrôle ce qu'on appelle pudiquement les conflits d'intérêts. Moi, je veux bien, qu'est-ce que les gens savent ce que veut dire un conflit d'intérêts? Ils commencent à le savoir. Mais enfin, pourquoi pas appeler les choses par leur nom et un chat un chat? Un conflit d'intérêts, ça s'appelle une corruption. Ça veut dire qu'un homme expertise au nom de l'État un problème de santé tout en étant lourdement financé par un industriel privé qui a intérêt à la solution qui va être proposée. Et ça, de plus en plus, notre société est pervertie par ça. Et l'histoire Cahuzac, elle tombe au très bon moment, parce que avoir un homme qui a été conseiller d'un ministre socialiste, en plus, chargé du médicament, et qui n'a rien de plus pressé, en quittant ses fonctions de conseiller quand le ministère a changé, crée un cabinet de conseil pour l'industrie pharmaceutique, pour leur donner ce qui leur manque souvent. Quel est, à un instant donné, le right man
occupant telle position dans l'administration, qui a sous le coude le dossier et qui va pouvoir le faire accélérer. Tout le problème de l'administration française est là. Des arcanes, des complexités de circuits. Qui, à un moment donné, va prendre la décision de ceci ou de cela? Il n'y a que les hommes du sérail qui savent qui il faut contacter. Et contacter, ça veut dire pas forcément changer la décision, ça veut dire déjà l'accélérer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 mois de gagné, 6 mois de gagné. J'ai vu des histoires sur 1 mois de gagné. Aussi peu que ça. Mais c'est des centaines de millions à chaque fois qui sont en jeu. Alors l'industrie pharmaceutique, elle arrose pour contrôler tout ça. Et vous croyez qu'elle dépense beaucoup? Que de cerises. L'industrie pharmaceutique, son chiffre d'affaires, c'est 800 milliards de dollars dans le monde, à peu près. Elle dépense combien pour le lobbying? Qu'elle dit, mais les évaluations des gens qui sont en dehors d'elle sont les mêmes. Je veux dire aux États-Unis. Elle dépense 1,5 milliard. 1,5 milliard sur 800 pour arroser. J'ai entendu parce que vous savez, on est un peu perverti par l'anglais, j'allais dire des exécutifs, disons des cadres dirigeants, qui disaient, vous savez, si on veut acheter des hommes politiques, ça ne coûte pas bien cher, ils sont bon marché. Oui. Et c'est là où on se rend compte que, si vous voulez, il est quand même nécessaire d'être conscient des choses. Alors je pense que les Français sont assez intelligents pour étudier la question. Avec Internet, ils peuvent... Alors tout ce qui est sur Internet n'est pas vrai, naturellement, il y a beaucoup de choses inexactes, mais déjà, ils peuvent se renseigner pour savoir si les traitements qu'on leur offre sont réellement fondés, et au moins essayer de regarder autour d'eux, parce que lorsqu'on vous dit vous devez prendre vos petites pilules vertes et bleues à chaque repas, eh bien peut-être que des années plus tard, eh bien les personnes seront malades à cause de ça. Alors, si vous voulez bien, on va ensuite terminer avec les questions, parce qu'il y en a certainement beaucoup, mais nous ne pouvons pas passer notre temps à y répondre. Est-ce que vous avez quelques exemples qui méritent l'intérêt? Je m'excuse auprès de tous les auditeurs. Nous avons un tas de papiers monstrueux. Alors, on pourrait passer toute l'émission à ça. Celles qui ont été envoyées avec une adresse Internet, je vais tâcher d'y répondre indépendamment. Mais allez-y, monsieur. Depuis la sortie du livre du professeur, les radios et télévisions ne cessent de nous avertir de la dangerosité d'arrêter les traitements. Qu'en pense le professeur? Peut-on arrêter du jour au lendemain? Et que faire pour baisser le taux du cholestérol? Juste une question à ce sujet. Vous savez qu'il y a des traitements, comme les bêta-bloquants ou comme la cortisone, qu'une fois qu'on commence à le prendre, c'est très dangereux de l'arrêter brutalement. Qu'en est-il des statistiques? Je trouve que la question de cet auditeur est une question très pertinente. Il y a 2 catégories de médicaments, en simplifiant. Il y a les médicaments qui ont une action immédiate et brève. Les arrêter, c'est prendre un risque. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, me semble-t-il, c'est les traitements antibiotiques ou les traitements anticoagulants ou les traitements antiarythmiques pour les maladies cardiaques. Il ne s'agit pas de jouer avec le médicament à ce moment-là. Une fois que le malade est sous traitement, il ne faut l'arrêter que s'il y a une raison médicale précise, indiquée par un médecin, de le faire, et ne jamais l'arrêter de soi-même. Je peux citer aussi à cette occasion la pilule. Un jour d'oubli, et vous savez le résultat potentiel. Et puis il y a des médicaments... Enfin, pour la pilule, ça peut être un résultat... Oui, d'un oubli. Il n'est pas une catastrophe. Oui, mais c'est juste pour donner l'exemple de ces médicaments qui sont des actions brèves. Et puis il y a les médicaments qu'on donne, et c'est le cas des statines, en imaginant qu'elles aient une action, elles n'ont une action que de long cours, tous les jours, pendant des années, de tenter de résorber lentement les plaques d'athérome, etc. C'est une action qui se voit à la lorgnette, à très grande distance. Alors là, les arrêter du jour au lendemain, ça n'a absolument aucun inconvénient. Dans le cas des statines, ça en a d'autant moins qu'elles n'ont pas d'action. Mais il y a beaucoup de médicaments qu'on peut parfaitement arrêter. Mais il ne faut pas faire ça avec un antidiabétique, par exemple. Il est clair qu'on prendrait des risques majeurs. Mais donc, en gros, pour les statines, on ne paie rien. Ça c'est clair. Allez-y, monsieur. Êtes-vous certain que le caractère corruptible, enfin le caractère qui corrompt de l'argent serait atténué par le fait que la transaction marchande soit visible à travers les lobbies?
Je ne sais pas si j'ai dit ça. Je pense que j'ai dit que les choses allaient mieux aux États-Unis ou en Angleterre parce qu'elles étaient claires. Et elles sont de plus en plus claires. On cite dans les journaux américains le nom des médecins sous contrat avec l'industrie et on donne la valeur des contrats. On apprend ainsi que tel et tel médecin ont touché 1 million, 2 millions, 6 millions de dollars pour mener telle ou telle action en faveur d'un médicament. C'est publié dans le New England Journal of Medicine en toutes lettres. Hein. Je pense que ça donne quelque chose d'essentiel. À savoir qu'on sait dans ces pays-là, et c'est vrai spécialement en Allemagne, qu'il y a des experts qui n'ont aucun lien avec l'industrie. Et dès lors, on peut penser que leur avis sera indépendant de l'industrie et des intérêts de l'industrie. Et on sait à l'inverse que tel ou tel expert qui donne des avis écoutés et répercutés par nos agences souvent est quelqu'un qui est lourdement contractualisé qu'il est un employé de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Alors je trouve que c'est une information qui permet de mieux juger la validité du jugement, de l'évaluation d'un médecin sur un médicament. Alors il y a plus que ça, vous parlez d'experts, vous avez parfois des laboratoires, vous avez des institutions, vous avez des revues qui appartiennent à l'industrie. Bien sûr. Et alors ces revues qui sont, vous savez, on a tendance à croire naïvement que les revues scientifiques sont toutes indépendantes. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans certains cas, les revues sont littéralement sous la coupe. Attendez, c'est clair. Il y a les revues en France de médecine pour les généralistes, pour le gros des médecins qui prescrivent. C'est le quotidien du médecin, c'est Impact Médecine et 2 ou 3 plus petites. Ces revues sont la propriété de l'industrie pharmaceutique. Elles dépendent d'une société qui elle-même est dépendante entièrement d'une branche d'une holding pharmaceutique. Autrement dit, toute l'information dont bénéficient les médecins, c'est l'industrie pharmaceutique. Il y a une exception, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est la revue Prescrire, qui est une revue indépendante et qui s'efforce, et à mon avis le plus souvent avec succès, de dire les choses telles qu'elles sont. Alors on peut toujours reprocher tel ou tel point d'une revue, mais moi je pense que la revue Prescrire, elle est de facto l'agence française du médicament. C'est elle qui fait le boulot que ne fait pas l'agence avec ses 1000 employés, ni la Haute Autorité de Santé avec ses 500 employés. Mais c'est une seule revue. C'est une seule revue. Hélas, il n'y en a qu'une. Il y en a une à peu près équivalente dans tous les pays. Peut-être un peu plus... Je ne sais pas comment ils font, un peu plus riche en Allemagne, où elle est plus facile à lire. La revue française Prescrire est remarquable, mais elle a une austérité de lecture qui, évidemment, n'est pas, en fin de journée pour un médecin, ce qui est le plus attractif. Alors que moi, je la dévore avec délice à chaque fois que je reçois. Très bien, mais nous avons entendu, au moins, il y a quelque chose qui marche bien chez nous. Alors, monsieur Chaudron... Que faire pour éliminer les plaques d'athérome quand on ne peut pas intervenir chirurgicalement ? Rien, pour l'instant. C'est désastreux, j'aimerais bien dire autre chose. Mais il n'y a aucun autre moyen. Il y a le stent, bien sûr. Ah ben ça, c'est autre chose. Alors là, on intervient, on éclate chirurgicalement et on met un petit ressort, voilà. Qui va... D'ailleurs, c'est pas la solution absolue. Hein. Ça marche très très souvent, pendant un certain temps. Il faut être très attentif au risque de récidive. Il y a parfois, on lit des choses, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que après 50 ans, on ne peut plus rien faire, en fait. Tout se joue entre 30 et 50 ans. Mais vous êtes au cœur de la question. Vous êtes au cœur de la question. L'athérome, une maladie qui commence à la naissance, qui ne cesse de s'accentuer. Et quand on arrive à s'en préoccuper chez des gens de 50 ans, j'allais dire la partie est cuite, hein, c'est déjà fait. Alors pourquoi ne pas traiter tôt ? Et si les statines étaient efficaces, alors je serais un partisan des statines données à 20 ans. Mais comme elles sont malheureusement, on n'a rien pour l'instant. Puisque nous sommes à ce niveau de la discussion, ça serait intéressant d'essayer de discuter sur savoir quels sont véritablement les régimes, l'alimentation, je dirais le style de vie
qui convient de suivre pour éviter les maladies cardiovasculaires. Alors on va citer naturellement une activité sportive raisonnable, parce que si on en fait trop, on peut provoquer la crise cardiaque, c'est évident. Il faut, si vous voulez, ne pas sombrer dans les excès. Mais il y a également les fameux régimes crétois, l'alimentation la diète méditerranéenne. Est-ce que c'est comme ça qu'on... Oui, oui. Alors là, je crois qu'en réalité, on a la réponse à la question. Et que c'est parce qu'on ne veut pas la voir. On vient de dire, tous les deux, je crois, qu'il faut intervenir tôt. La maladie commence tôt, et si on attend d'avoir 60 ans ou 50 ans, les carottes sont déjà cuites. Autrement dit, le traitement, c'est un traitement qui doit commencer dans l'enfance ou l'adolescence. Ce traitement, sur quoi doit-il se baser? Vous l'avez dit, de l'exercice de façon raisonnable, mais surtout le contrôle du régime alimentaire. Et là, je donnerai 3 degrés. Premier degré, l'essentiel, ne pas prendre de poids, c'est-à-dire limiter les calories. N'imaginez pas une seconde qu'il y a des gens qui prennent plus de poids que d'autres, etc. C'est des anecdotes. Cette femme qui prend 2 kilos rien qu'en regardant une banane, c'est dans sa tête que ça se passe. Elle ne peut pas s'apercevoir qu'elle grignote toute la journée. Le poids ne dépend que des calories qu'on a absorbées. Point. Quelles que soient ces calories. Et tout le problème, c'est de garder un poids raisonnable, c'est-à-dire au maximum 5 kilos de plus que le poids idéal. Point. Avant tout, évitez ça. Deuxième élément, le régime des Inuits, des Esquimaux, si vous voulez. Là, vous parlez par exemple des acides gras. J'y arrive. Des acides gras de poisson, des pêcheurs japonais, des pêcheurs crétois, qui est un régime riche, en huile de poisson. C'est des acides gras qu'on appelle désaturés. Si vous voulez, j'expliquerai ce que c'est, mais ça complique. Et des huiles végétales, comportant aussi des acides gras désaturés ou insaturés, dont le plus utilisé est l'acide linolénique, qui est ce qu'on appelle un oméga 3. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie, mais un oméga 3. Les régimes de ce type, calories limitées, fruits, huile végétale, poisson et réduction à quelque chose de raisonnable des graisses animales, et en particulier de la viande et de la viande grasse, c'est, si vous l'adoptez dès le début de la vie, la certitude de faire 10 fois moins fréquemment d'accidents cardiaques. Ça, toutes les statistiques sont concordantes. Là où ça se complique, c'est que si vous commencez le régime qu'à 50 ou 60 ans, où vous avez déjà beaucoup de lésions, il est moins efficace. Et plus vous allez le commencer tard, moins il sera efficace. Cela dit, Michel de Lorgerie a fait une très belle étude sur 600 personnes qui s'appelle l'étude de Lyon, puisqu'il l'a menée dans les hôpitaux de Lyon. Et cette étude est intéressante, parce qu'il s'agit d'adultes, je ne me souviens plus de l'âge, mais enfin, c'est des gens de 50-60 ans. Et il a comparé les résultats de la cuisine lyonnaise. Alors c'est sûr que la cuisine lyonnaise, c'est pas la moins grasse du monde. Bon, je ne sais pas s'ils avaient du gras double tous les jours, mais enfin, quand même. Et puis, un régime méditerranéen. Et l'intérêt de ce travail unique, à mon sens, c'est qu'il est mené par un Français et qui sait comment il faut contrôler la cuisine, l'art culinaire de l'essai. Les malades qu'on a mis au régime crétois, contrôlés par de Lorgerie et son équipe, ils étaient vraiment au régime crétois. Et ça n'a rien de comparable avec ce qu'on fait aux États-Unis. On dit, bon, il y a un groupe qui mange normalement et l'autre, en plus, il prend des comprimés d'oméga 3. Alors, naturellement, ça rate à tous les coups. Hein. Tandis que Lorgerie a obtenu des résultats intéressants. Pas idéaux, parce que ces malades, ils avaient déjà des lésions. Mais des résultats tellement remarquables que si ça avait été une statine, ça aurait été en première page de tous les journaux. Bien entendu. Bien entendu, mais alors, si vous voulez, par contre, il ne faut pas oublier l'hypertension également. Oui, ça c'est... L'hypertension est certainement une des maladies essentiellement qui peut provoquer de très lourds dégâts. Attendez, et d'abord elle est au départ peut-être. Je vous ai dit, le problème initial, la lésion initiale, c'est la coup de pression qui tombe sur la paroi artérielle. Et si vous êtes hypertendu, la coup est plus puissant encore. Ensuite, l'hypertension,
entraîne un état de constriction de tout le système artériel permanent. Pensez que la pression est élevée. Hein. Et de sorte que, là encore, le choc hémodynamique est puissant et la nutrition des tissus est moins bonne. Les artères sont un peu sténosées. Pourquoi? Personne n'en sait rien. C'est fascinant. Là, une maladie qu'on connaît depuis plus d'un siècle et demi, sur lequel il doit y avoir 200 ou 300 000 travaux. Personne ne peut dire aujourd'hui pourquoi l'hypertension artérielle et qu'est-ce que c'est. Pourquoi? On sait la diminuer par médicaments. Oui, ça, on a beaucoup d'excellents médicaments. Par contre, ce qui la cause, est-ce que c'est le stress? Non, le stress, sûrement, il y a tellement de facteurs. La génétique, le stress. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel et on ne sait pas répondre à la question. Mais en tout cas, pour les maladies cardiaques, c'est le principal facteur de risque à condition qu'il y ait vraiment une hypertension artérielle. Autrement dit, les statistiques du CTSU d'Oxford, dont on parlait tout à l'heure, ont tendu à montrer qu'à partir de 10, le risque apparaissait. À 12, il était plus élevé. À 14, encore plus. À 16, 17, 18, 19. Et la vulgate a été, toutes les tensions, au fond, doivent être traitées. Il faut traiter l'hypertension artérielle à 10. Conclusion d'Oxford. Les cardiologues sont quand même raisonnables, et les hypertensinologues, ils n'ont pas été aussi loin. Et donc, ils se préoccupent aujourd'hui de traiter la pression artérielle quand elle est à 14. C'est contestable, parce que quand on regarde la relation entre accident cardiaque et pression artérielle, c'est à partir de 16 qu'il apparaît une augmentation, beaucoup plus nette à 18 et encore plus à 20. Puis ça dépend beaucoup de l'âge aussi. Il faut aussi savoir dans quelles conditions on mesure la tension. Oui, ça joue aussi. Mais vraiment, et puis l'âge aussi des gens qui jouent. Mais enfin, ce qui est sûr aujourd'hui en France, c'est que, ça c'est des chiffres exacts que je vous donne, que 60% des traitements contre la tension artérielle sont donnés à des gens qui ont moins de 14. Autrement dit, qui n'en ont aucun besoin. Autrement dit, il y a là encore 1 milliard ou 2 de gaspillage absolument inutile. Il y a beaucoup de scandales et je pense que parmi ces scandales, il y a la prescription excessive de médicaments. Parce que, soyons sérieux, vous aimez bien citer Jules Romain, le triomphe de la médecine. Enfin bon, on se répète, mais c'est une phrase extraordinaire. Il faut la prononcer à la Louis Jouvet, n'est-ce pas? Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Et on a tendance à transformer des hommes bien portants en malades en additionnant des prescriptions complètement inutiles, finalement. Alors, il faudrait quand même faire un appel aux personnes qui nous écoutent en disant, mais écoutez, faites-vous bien analyser. Si vous avez, par exemple, un taux de cholestérol entre, je dirais, 1,5 et 2,5, abandonnez vos statines et essayez de voir si vous vous portez pas mieux. Oui, moi, j'irais plus bien que vous, j'irais jusqu'à 2,9 g. Mais bon, ce serait déjà un sacré progrès si on s'arrêtait à 2,5 g. Mais faites un geste citoyen. Vous voilà, faites autant d'économies à la sécurité sociale. Et puis si vous avez une tension qui est de l'ordre de 11 ou 12 et qui ne dépasse pas 14 et qui reste raisonnable, eh bien réfléchissez avant de prendre des produits contre la tension. Parce qu'à la fin, je pense que si on regarde les statistiques, la France est un pays où on a l'impression qu'il y a une exagération des ordonnances de tous les points de vue. Enfin, écoutez, c'est un pays qui fait partie des pays riches. La 5e puissance économique du monde, malgré toutes nos difficultés, c'est vrai. Il n'y a que 60 millions d'habitants, c'est pas mal. Il y a quand même un déficit sérieux de la sécurité sociale, malgré tout. Oui, 5 milliards et demi, plus les déficits antérieurs qu'il faut rembourser en ce moment. Enfin bon, ça j'allais dire c'est un détail. Mais nous sommes aussi un pays de culture catholique et pas protestante. Et là, il y a une différence fondamentale. À savoir que les hommes et les femmes de ce pays, depuis des siècles, vivent avec une certaine représentation de leur place dans le monde, du rôle de la providence divine, de l'intérêt de se concilier, la grâce, de prier, autrefois même jusqu'à... 3 siècles seulement, d'acheter des indulgences, de prier les bienheureux et les saints pour obtenir cette protection rassurante. Dans les pays anglo-saxons, après la Réforme, ça a été une position complètement différente. Les saints, la Vierge, l'Immaculée Conception, tout ça a été rejeté.
On a retrouvé l'homme seul devant sa propre responsabilité, ne cherchant plus à obtenir la grâce du ciel, mais la construisant par son action. Et ça s'est traduit par un pragmatisme, autant dans les pays catholiques. Les médicaments ont petit à petit pris la place, de cette façon, j'allais dire, des indulgences, hein, et de la protection du ciel. Autant dans les pays protestants, il y a eu, à l'égard de toute chose et du médicament en particulier, une évaluation, j'allais presque dire scientifique et objective. Est-ce que vraiment ça m'est utile ou pas? Et le résultat aujourd'hui, c'est que l'Europe du Nord, de culture protestante, consomme entre 2 et 3 fois moins de médicaments que nous, dépense entre 2 et 3 fois moins pour les médicaments que nous. Et que nous avons sur notre marché français des milliers de molécules dont on sait scientifiquement qu'elles ne servent absolument à rien. Et que nous payons, et que notre sécurité sociale doit rembourser. Alors, je rêve peut-être, mais je n'arrive pas à trouver d'autres explications que celles que je viens de vous donner. Mais je dirais qu'il y en a une qui revient à peu près au même. C'est que les Français vivent dans des relations de confiance et ils ont confiance en leur médecin. Bon. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance en son médecin, mais je dirais, parfois, lorsque vous voyez 2 médecins différents, vous avez 2 jugements différents. Donc, pour moi, la médecine c'est une science, c'est un art aussi extrêmement respectable. Mais ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des opinions différentes, il peut y avoir des diagnostics différents. Et donc, il faut que les patients soient extrêmement, disons, inquisiteurs pour savoir si le médecin a raison ou pas. Et je dirais que cette mise en cause du médecin, simplement par la réflexion, c'est-à-dire si le médecin vous fait une ordonnance, vous pouvez réfléchir si cette ordonnance est fondée, aller voir sur Internet, réfléchir un peu où vous allez. Eh bien, la plupart des gens ne la font pas. Ils vivent dans une espèce de suggestion vis-à-vis du médecin qui me paraît très curieuse. Pourtant, il y a eu toutes sortes d'auteurs, ne serait-ce que Molière et ainsi de suite, pour persifler sur les médecins. Alors bon, il ne faut pas exagérer non plus. On a toujours besoin des médecins parce que c'est eux qui nous sauvent de beaucoup de choses, mais le fait d'avoir une confiance absolue, ça me paraît excessif. Oui, de toute façon, c'est fini. Depuis l'affaire du Mediator, il y a eu un virage dans la pensée des gens. Et le fait que j'ai vendu, avec Bernard Debré, un livre, on va atteindre 300 000 exemplaires. Hein. C'est pour rappelons son titre. Le guide des 4000 médicaments utiles, voilà, inutiles ou dangereux. Du Cherche-Midi. C'est ça, le guide des 4000 médicaments, c'est édité justement. Ouais. Alors c'est un pavé de près de 1000 pages et qui s'est vendu d'une façon absolument stupéfiante puisqu'il est épuisé dès le premier jour. C'est pas la qualité du livre qui importe, c'est qu'il répondait à une interrogation et une demande. Et c'est pour ça qu'on l'a écrit. Parce qu'on a constaté que les citoyens français se posaient de plus en plus de questions sur les médicaments et qu'ils ne trouvaient pas de réponse. Ce que nous avons voulu, Bernard et moi, c'est ouvrir le débat, nourrir la pensée des malades et des médecins d'ailleurs sur la valeur exacte des médicaments, rédigés par 2 personnalités qui ont une certaine qualification et surtout totalement indépendantes. Parce qu'aller sur Internet, c'est retomber sur l'industrie pharmaceutique. Hein. Écoutez, professeur Philippe Even, je voulais vous remercier pour tout ce que vous nous avez dit. Et je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, à nos amis de Radio Courtoisie, eh bien, essayez d'agir en homme moderne. Ayez les yeux et les oreilles ouverts. Ne faites pas toujours confiance à ce qu'on vous dit, vérifiez. Et si vous faites cela, il vous sera épargné bien des déconvenus. En tout cas, la conclusion de notre émission de ce soir, c'est si vous n'êtes pas un malade extrêmement particulier, eh bien, renoncez aux statines et vous vous porterez mieux. Je pense que c'est cela ce qu'on peut dire. Et lisez le livre du professeur Even et de Michel de Lorgeril sur la question. Merci, chers auditeurs. Nous vous remercions aussi M. Postel-Vinet d'avoir bien voulu donner son opinion à ce sujet en début d'émission.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Vels, assisté d'Étienne Chaudron, diffusé en direct vendredi 12 avril 2013 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé samedi 13 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM des 3 heures de l'émission pour le prix front de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.